le programme en détail. Nous allons commencer en semaine 1 avec la conscience et donc mettre de la conscience dans l'acte de se nourrir que nous prenons trop souvent pour un « je remplis le sac ». Mais à quoi sert de se nourrir et quel est le processus fabuleux qui est mis en œuvre? Ensuite, comment créer un espace propice à l'assimilation et à une bonne digestion, donc en lien avec la conscience du processus. Mâcher, faire alchimie avec les dents, comme disait Rabelais. C'est vraiment fondamental et c'est une étape importante du processus. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir, évidemment. Comment gérer l'alimentation au niveau de la famille? Trop souvent, j'entends « Ah oui, mais moi, je ne peux pas changer d'alimentation parce que ma famille ci, ma famille ça, ou les amis. » Donc, on va voir qu'il y a moyen d'aménager ça et il y a moyen de communiquer simplement et sainement sur ses besoins. Donc, ce n'est pas parce que la famille ne souhaite pas changer qu'on est obligé de ne pas changer. Et aussi, peut-être qu'avec une communication adaptée, il y a moyen de faire bouger des choses. Donc, nous allons voir ça en détail. Et pour finir, cette semaine 1, se préparer au nettoyage physiologique et émotionnel. Ainsi que je le décode et le décris dans le triangle du bien-être, il y a une accumulation de toxines et une accumulation de résidus émotionnels qui vont commencer à s'éliminer lorsque l'on allège l'alimentation. Parce que, évidemment, au cours de ce programme, je vais te proposer un allègement. À ton rythme, évidemment, et surtout en comprenant tous les facteurs. Mais un allègement, donc, qui va certainement provoquer au début un nettoyage physiologique et émotionnel. Donc, il vaut mieux s'y préparer. Ensuite, semaine 2, nous allons voir comment aller vers la simplicité, tranquillement, pas à pas, et surtout comprendre pourquoi c'est fondamental. Nous allons voir les associations alimentaires, les bonnes et les mauvaises, car il y a certains aliments qui se digèrent bien si on les mange en même temps, et d'autres qui se digèrent mal, voire très très mal. Et juste avec ça, on peut améliorer énormément son alimentation, améliorer son état. Donc, que penser du repas complet tel que l'enseigne la diététique officielle? Donc, un thème important que nous allons voir aussi en détail. Et aussi, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que nous cherchons la complexité. Donc, je développerai tout ça donc, dans cette semaine 2. Et une fois qu'on a compris le phénomène, on peut choisir d'aller vers la simplicité ou la complexité. Mais c'est un choix, ce n'est plus quelque chose de subi. Pourquoi tous les régimes donnent-ils de bons résultats au début? Tu vas voir, c'est savoureux, donc je te le laisse découvrir en semaine 2. Que penser de la cuisine? Alors, la cuisine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cuisine version crue. Donc c'est cru, mais avec des recettes assez élaborées et donc pas très simples. Plutôt complexe et pas forcément facile à digérer. Donc nous verrons ça en détail et aussi comment on peut arriver à une alimentation savoureuse tout en restant assez simple. Et quels assaisonnements utiliser, car il y a des assaisonnements qui sont corrects et d'autres qui sont vraiment nocifs. Nous en reparlerons. Et pour finir, que boire et quelle quantité? Donc les différents types de boissons, quel est le meilleur moment pour boire et comment gérer au mieux tout cela. Semaine 3, laisser des temps de repos au système digestif. Donc, important de laisser les processus se terminer. Imagine que tu fasses une machine à laver, une lessive, et que avant que le programme ne soit terminé, tu rajoutes du linge ou tu arrêtes et tu recommences. Ça va être le bazar. Donc pour nous, c'est pareil. C'est intéressant de laisser le processus de digestion se terminer avant d'en entamer un autre. Donc, la question, ça va être, faut-il manger à heure fixe? Donc nous en reparlerons. Ensuite, une manière
très simple et très efficace de remettre de l'ordre un peu dans notre système digestif et de faire un bon petit nettoyage quotidiennement. Et c'est assez facile à faire, en général. Bon, et encore une fois, tu peux y aller pas à pas, tranquillement, et nous verrons aussi tous les paramètres qui permettent de gérer ça au mieux. Des stratégies pour gérer l'envie de manger sans faim. Donc, il y a moyen de gérer et de limiter les dégâts en attendant que ça soit intégré et que tout ça soit simple, facile et évident et que tout aille pour le mieux. Il y a moyen de limiter les dégâts et de choisir des aliments et des stratégies qui permettent de ménager la chèvre et le chou. Et donc toujours avec le pourquoi et le comment vu en détail. Les gaz intestinaux et les fermentations, pourquoi est-ce que nous en avons et comment les gérer, comment s'en débarrasser et qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc beaucoup de choses à dire. La constipation, nous allons voir aussi pourquoi est-ce qu'on est constipé et les problèmes que ça pose. Donc c'est vraiment un gros problème. Beaucoup de gens sont constipés ou ne vont pas suffisamment correctement à la selle. Donc la constipation, ce n'est pas du tout à la selle, mais c'est éliminé insuffisamment. Donc éliminé au niveau final, je dirais. Donc on verra ça en détail. En semaine 4, se nourrir ou s'intoxiquer. Donc tous les paramètres qui peuvent influer aussi sur notre alimentation et sur le fait qu'on va être en forme. Donc faut-il manger bio ou pas, et est-ce que c'est important, est-ce que ce n'est pas important? Donc nous allons voir tout ça en détail. Les aliments industriels, bio ou pas, il peut y avoir aussi différents choix possibles. On peut manger frais et pas bio, ou bio et industriel, et on va voir les effets que ça peut provoquer, tout ça, et les conséquences de ce type d'alimentation. Ensuite, comment agissent les grands toxiques sur notre corps. Donc ce que j'appelle les grands toxiques, c'est alcool, tabac, mais aussi la friture, les grillades, le café, le thé noir, le vinaigre, etc. Il y en a une jolie petite liste. Et on va voir l'importance de s'en débarrasser et de comment on peut gérer le cheminement vers l'absence de ces grands toxiques. Et bon, c'est un cheminement important. Pour certaines personnes, plus facile que pour d'autres. Pour d'autres, c'est déjà réglé. Mais en tout cas, c'est important de, réduire et aller petit à petit vers l'élimination. Et on va voir que ce n'est finalement pas si difficile que ça en s'y prenant de la bonne manière. En semaine, donc toujours 4, quatrième point, pourquoi sommes-nous attirés par les excitants? Donc ça rejoint le thème de pourquoi sommes-nous attirés par la complexité avec une coloration un peu différente. Donc nous allons voir ça en détail. Le microbiote et les fonctions cérébrales, donc le lien entre les intestins et le cerveau. Alors, ça commence à se diffuser dans le grand public, mais les gens qui ont nommé les parties du corps, donc qui ont appelé les intestins, étaient déjà parfaitement conscients de tout cela. Donc ça remonte déjà à quelques années, je ne sais plus exactement à quelle période ça s'est fait. Intestin, c'est in testa, dans la tête. Donc les gens qui ont déterminé le mot intestin pour déterminer les intestins étaient parfaitement conscients de ce lien entre le cerveau, les intestins, et aussi comment une mauvaise gestion, un encombrement du système digestif va aussi perturber les fonctions cérébrales. Le sucre, donc je lui ai réservé une place à part, mais il est dans la rubrique les grands toxiques. Donc on en reparle avec aussi le pourquoi et le comment. Le sel et l'eau de mer, donc est-ce que l'eau de mer est un substitut intéressant au sel et quels sont les problèmes du sel? Est-ce qu'il faut en prendre un peu, beaucoup, pas du tout? Donc on en voit tout ça en semaine 4.
d'autres moyens pour s'intoxiquer. Donc il n'y a pas que l'alimentation, il y a la sédentarité, il y a les mauvaises pensées, le stress. Donc on va voir tout ça et comment gérer au mieux et surtout prendre conscience de l'importance de gérer tout ça pour être en forme, pour être en joie. En semaine 5, les produits animaux. Faut-il manger de la viande pour avoir de la force? Donc une idée communément répandue encore. Et on va voir que ce n'est peut-être pas si vrai que ça. Nous en reparlons en semaine 5. Les laitages sont-ils bons pour les os, comme veulent nous le faire croire la publicité? Et aussi, là je vais apporter des éléments qui vont pouvoir te permettre de choisir en toute connaissance de cause. Physiologie humaine et alimentation, donc pourquoi, pour quel type d'aliment est fait notre corps? Y a-t-il des aliments qui sont plus faciles à digérer que d'autres, à processer que d'autres? Chaque espèce animale a un type d'alimentation et l'être humain ne fait pas exception. Donc nous allons voir tout cela en détail. Intolérance et allergie. Donc pourquoi est-ce que nous faisons des intolérances? Pourquoi est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des intolérances qui sont normales? Est-ce qu'il est normal de ne pas tolérer des aliments qui ne sont pas faits pour l'être humain? Et est-il normal d'avoir des allergies, c'est-à-dire de ne pas tolérer des aliments qui a priori sont faits pour l'être humain et d'autres non? Donc on voit tout ça en détail. La viande sur le plan énergétique et psychologique. C'est intéressant aussi d'avoir une petite idée de ce qui se passe sur le plan énergétique et psychologique, puisque l'être humain n'est pas uniquement une machine à digérer et à travailler. Il y a aussi des émotions, il y a aussi des énergies. Et c'est intéressant d'avoir une idée claire et de pouvoir faire son choix en toute connaissance de cause. En semaine 6, faut-il manger cru ou manger cuit? Donc, ça arrive seulement en semaine 6 parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Même si au final, tu t'en doutes peut-être déjà, je vais te proposer de faire une part belle, la plus belle possible au cru, voire de manger essentiellement cru. Mais ce n'est pas la première chose. On peut manger cru et pas forcément manger très bien. Nous allons voir les vitamines, minéraux et biodisponibilité. Et nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on cuit les aliments. Les aliments cuits sont-ils plus digestes que crus? Alors ça, c'est une question qui revient sans arrêt, ou une remarque qui revient sans arrêt. Des gens qui me disent « Ah mais moi, je ne peux pas manger cru, je ne digère pas ». Alors, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe et quel est le réel problème derrière cette indigestibilité supposée des aliments crus. Cuisson et perturbations sensorielles, donc nous allons voir comment la cuisson perturbe la capacité du corps à reconnaître ce qui est bon pour lui. Donc, on en reparle en détail, je ne vais pas m'y lancer maintenant, ce qui va nous amener donc à retrouver petit à petit la sagesse de notre corps et faire en sorte que notre corps puisse déterminer ce qui est bon pour lui, de la même qu'un lapin il est attiré vers de l'herbe, ou qu'un renard est attiré vers des poules ou des fruits, puisque bon, il semblerait que le renard soit vraiment omnivore, mais c'est un des rares animaux qui soit vraiment omnivore, a priori. Et donc, comment faire pour que nous retrouvions cette sagesse du corps qui va faire que on va manger, être attiré simplement par ce qui nous fait du bien? Peut-on manger cru en hiver? Une autre question qui revient régulièrement, et des gens qui me disent moi ce n'est pas possible en hiver, il me faut du chaud, sinon ça me refroidit trop. Donc on va voir les processus qui sont en jeu et ce qui se passe lorsqu'on mange cuit ou cru. Manger cru est-il synonyme de manger bien? Alors j'en ai déjà un petit peu parlé. Pas forcément. On peut manger cru et manger pas forcément très bien. Alors il y a des degrés dans le manger bien, dans l'alimentation saine ou dans l'alimentation poubelle.
dans la junk food, comme disent les Américains. Donc il y a vraiment la nourriture, manger un hamburger avec un coca dans un fast-food, debout, avec plein de bruit en regardant son téléphone. Donc là, c'est la totale. Et à l'opposé, il y a une certaine alimentation donc, que l'on est en train d'explorer, vers laquelle tu peux avancer. Et en tout cas, il est important de se dire que manger cru, ce n'est pas forcément manger bien. Si on mange cru sans conscience, si on ne mâche pas, si on fait des mauvaises associations, parce que certains aliments, même crus, peuvent se digérer mal si on les mange ensemble. Donc nous allons voir tout cela. Que penser ensuite du fameux équilibre acido-basique, dont tu as peut-être entendu parler, et à quoi est-ce qu'il correspond exactement? Et pour finir cette semaine 6, la MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang et la cuisine ayurvédique. Donc ça joue sur le yin et le yang. Alors bon, on verra tout cela en détail, mais pour résumer, la médecine chinoise traditionnelle déconseille de manger 100% cru parce qu'on devient trop yin, trop frileux. Et nous allons voir qu'il n'y a pas que ce paramètre qui compte. Et bon, moi ça fait plus de 15 ans maintenant que je mange 100% cru, y compris en hiver, et que je n'ai pas plus froid qu'avant, voire de moins en moins froid. Donc, pourquoi, comment, et tout ça expliqué en détail. En semaine 7, les carences, les vitamines et les compléments alimentaires. Donc là, nous arrivons vers la fin de ce programme. D'où viennent les carences? Pourquoi est-ce qu'on est carencé? On verra que l'alimentation n'est pas le seul facteur, même si c'est un facteur vraiment prédominant évidemment. Que penser des super aliments, des aliments miracles qui apparaissent dans la presse, dans les médias assez régulièrement? Donc, par exemple le curcuma. Faut-il absolument manger du curcuma? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Faut-il en manger un peu? Pas du tout, beaucoup. Et d'autres aliments comme ça, qu'en penser et comment les prendre? Faut-il prendre des compléments alimentaires et des vitamines? Donc, est-ce que si on a une alimentation végétarienne, on va être carencé? Est-ce que si on a une alimentation végétalienne, donc strictement végétale, est-ce qu'on est obligatoirement carencé, notamment en B12? Donc nous allons voir tout cela en détail, le pourquoi et le comment, et comment gérer tout cela. Ensuite, que penser des AJR, les apports journaliers recommandés? Faut-il les suivre? Faut-il avoir un quota minimum journalier de protéines, de vitamines, de minéraux? Et nous allons voir comment sont calculés les apports, les AJR, et donc quelle valeur est-ce qu'ils ont. L'alimentation minérale, donc les argiles, zéolithes et terres de diatomée, est-ce que tout ça c'est intéressant dans l'alimentation? Est-ce qu'il faut en prendre un peu de temps en temps? Quel effet ça a? Et les jus verts pour reminéraliser. Donc les jus verts c'est un super truc pour reminéraliser. Et là ça arrive uniquement en semaine 7 parce que pour moi ce n'est pas la priorité. La priorité c'est d'arrêter de déminéraliser. Donc nous aurons vu les semaines précédentes comment arrêter ou limiter la déminéralisation, et à ce moment-là on peut commencer à reminéraliser. Et aussi également au niveau des jus, donc je dis bien des jus verts, c'est vraiment ce qui est intéressant. Au niveau des jus, il y a pas mal d'erreurs possibles que nous verrons aussi en détail. Et pour terminer, vivre une alimentation saine au quotidien. Donc comment avoir une alimentation saine en société? Comment socialiser sans se perdre ni s'isoler? Trop de gens me disent « Ah ben non, moi je ne peux pas tenir, c'est pas possible, je ne vois plus personne ou je n'ai pas envie de voir plus personne. » Et on va voir que au final, il y a moyen de gérer ça
Donc, moi, cela fait plus de 40 ans que je suis végétarien. Je sais plus, 40, bientôt, ouais, 45 ans que je suis végétarien. Plus de 15 ans que je suis au 100% cru et 100% végétal. Et ça ne me gêne pas pour socialiser, ça va très bien. Donc, on va voir tout cela en détail avec des trucs et des astuces. Ensuite, quelques trucs et astuces comment gérer les excès et les écarts sans culpabiliser, très important, et comment faire que cela passe au mieux. Donc en gardant toujours à l'esprit, l'objectif, c'est d'être mieux, d'être plus en forme. Alors, il faut trouver le moyen de ménager la chèvre et le chou, les écarts et les objectifs. Alimentation et éthique, donc comment agir aussi sur l'aspect social de l'alimentation, le commerce équitable, le vrai et le faux bio. Donc, en lien avec le thème suivant, l'alimentation comme levier d'action sociétale et donc comment nous votons chaque jour avec la manière dont nous nous alimentons. Vraiment, c'est un thème très très important qu'il ne faut pas négliger. Il est plus important de voter chaque jour que de voter une fois tous les X années pour élire telle ou telle personne qui de toute manière ne va pas suivre ses promesses. Donc on le sait maintenant. Par contre, on a un levier d'action énorme avec l'alimentation et puis aussi avec tout ce que l'on achète chaque jour. L'hygiène intestinale, c'était intéressant tout de même d'en dire un petit mot. Les jeûnes et les lavements, donc comment intégrer ça dans son quotidien et comment faire en sorte que l'alimentation soit saine et que la santé soit de plus en plus puissante. Parce que pour moi, en fait, quelqu'un qui est en bonne santé, il a la pêche ou elle a la pêche, la personne elle a la pêche, elle est en forme, elle est joyeuse, elle a l'envie de vivre. Si on n'a pas tout ça, c'est que la santé n'est pas optimale. Alors évidemment, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'eau, le soleil et le vent, donc qui sont des nourritures très importantes qu'il convient d'offrir à notre corps le plus souvent possible. Nous allons voir ça évidemment avec de l'exercice, etc. Donc en 8 semaines, nous aurons fait le tour de la question et tout commence avec la conscience.